séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le vice-doyen chargé de l'examen du dossier du candidat, Monsieur le chef de travaux Étienne Ilunga Kabouloulou. Nous, professeur Zachary Richard Ntumba Moussouka, vice-doyen chargé de la recherche de la faculté des droits, agissant au nom de Madame la secrétaire générale à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université, des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2023, le 13e jour du mois d'octobre, à Kinshasa, nous, Zachary Richard Ntumba Moussouka, professeur à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa et vice-doyen chargé de la recherche au sein de la même faculté, procédons à la présentation du candidat, Monsieur le chef de travaux Étienne Ilunga Kabouloulou, et à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que Monsieur le chef de travaux Étienne Ilunga Kabouloulou est né à Bukavu le 9 mai 1976 en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié à la commune de Limérophile TP, ainsi qu'atteste son certificat de résidence. Attendu qu'il a effectué des études primaires à l'école primaire Nsangabantu à Canal et a obtenu un certificat d'études primaires en 1988. Attendu qu'il a poursuivi des études secondaires au petit séminaire Saint-Pie X et que celles-ci ont été sanctionnées par les diplômes d'État des humanités littéraires. Il a entrepris des études universitaires à la faculté des droits de l'Université de Mbujimai, puis à l'Université Cardinal Malula, et post-universitaire à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu respectivement les diplômes de licence en droit avec la mention distinction en 2002 et celui de master professionnel en droit de l'homme et droit international humanitaire avec la mention. La police est un service public. En tant que service public, elle est au service de la communauté. Paradoxalement, la police nationale congolaise ne rassure pas. Elle est accusée dans plusieurs rapports des autorités ou des institutions nationales et internationales d'administrer de la violence, de la brutalité contre ses usagers, donc la population civile dans son ensemble, et d'être à la base des multiples violations des droits humains. Comme la situation est connue, les autorités ont déjà entrepris plus d'une réforme. Mais le constat malheureux est que l'ensemble de réformes n'arrive pas à entraîner une modification dans le comportement administrant, avait plutôt d'une force d'oppression, d'une force pouvant l'aider à asseoir l'occupation coloniale, plutôt qu'une force chargée de promouvoir et de protéger les droits humains. C'est comme ça qu'il y a des stratégies qui étaient appropriées, qui pouvaient s'expliquer à l'époque. On a commencé par donner des missions de sécurité des personnes et des biens, de maintien de l'ordre à une armée. Donc on a militarisé en confiant ces missions à la force publique. On a aussi cherché des gens qui ne pouvaient pas pactiser avec la population locale, qu'on appelait malheureusement les indigènes. C'est comme ça qu'au départ, la force publique est constituée d'Aoussa et des Zanzibarites.
Mais plus tard, on va recruter des Congolais avec une politique bien définie. Il fallait choisir des gens qui n'étaient pas en bon terme avec leur société, leur imprimer une formation qui les éloignait de toute sympathie vis-à-vis de la population. Et même quand on parle des crimes de Léopold II, c'était pour la plupart, c'était les militaires de la force publique qui coupaient les mains, qui coupaient les bras, qui faisaient toutes sortes de tracasseries. Ils étaient formés pour ça. On a aussi appliqué un système ségrégationniste, raciste, à tel point que ces agents de la force publique ou ces anciens policiers, s'il faut admettre le terme, ils étaient aussi victimes du système. On disait par exemple qu'ils ne pouvaient pas dépasser le grade de premier sergent. Quand vous ne dépassez pas le grade de premier sergent, les rémunérations suivent, vous êtes aussi mal payé. Tout ça, c'était pour maintenir cette occupation coloniale. Mais la question que l'on doit se poser est qu'aujourd'hui, plus de 60 ans après l'indépendance, avons-nous encore besoin d'une force d'oppression? Il y a lieu de quoi déraisonner sérieusement sur la question. D'abord, on a des troubles de 1960 à 1966, et puis on a le régime, l'ancienne dictature qui arrive. Eux, ils ont aussi besoin d'une force qui puisse réprimer les libertés publiques. On connaît à l'époque qu'on ne pouvait pas soutenir une thèse de ce genre. D'ailleurs, même dans le cours de droit constitutionnel, la partie liberté publique, la plupart des professeurs, ils ne la donnaient pas comme on la donne aujourd'hui. Ce qui fait que il y a eu ce qu'il y a eu, mais ça fait aussi une sorte on en a fait aussi on a tribalisé et puis on en a fait une force d'oppression, mais au profit de la dictature. Après, à partir de 1997, il y a eu aussi des réformes, mais ces réformes n'ont pas été axées principalement sur les questions de promotion et de protection des droits humains. Les policiers eux-mêmes, après toutes ces réformes, vivent pratiquement à quelque chose près dans la situation d'avant le début des réformes. Vous trouvez des gens mal formés, on ne permet même pas qu'il y ait une formation sérieuse, des gens mal payés, à l'intérieur vous sentez qu'ils sont même mal habillés, qui ont, même quand vous entrez dans des camps de police, il y a même un camp à l'entrée de l'université ici, vous voyez que c'est la misère. Maintenant, quelqu'un à qui on ne reconnaît aucun droit, on a reconnu tous les droits, mais dans la pratique il n'a aucun droit, et puis on lui refuse de se syndiquer, de réclamer ses droits. La seule possibilité qu'il a, c'est de se retourner contre la population. Donc, pratiquement, on aboutit sur le même résultat. C'est pour cela, dans ce travail, nous avons proposé qu'une réforme sérieuse soit axée sur la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment en termes de formation. La formation non seulement pour les policiers, et même pour les autorités, puisque la compréhension des droits de l'homme n'est pas spontanée. Il faut quand même, c'est même prévu dans la Constitution, à l'article 45, alinéa 6. Il faut aussi reconnaître les droits syndicaux aux policiers et le droit de vote, comme ça s'est fait dans la plupart des pays. Et comme dans la plupart des pays, il faut aussi démilitariser les policiers, notamment en les faisant sortir de la compétence de juridiction militaire, au besoin, en termes de droits de l'homme, supprimer ces juridictions militaires, puisque nous avons hérité le système de la Belgique, on connaît ce qui s'est fait en Belgique, alors que nous avons un peu régressé. Voilà en un mot l'ensemble de notre étude. Je vous remercie, Monsieur le Président. Général de votre thèse de doctorat sur la police nationale congolaise. Vous avez commencé par le mot universel des droits de l'homme, pose également le principe de la formation en matière de droits de l'homme. Il est également une obligation conventionnelle, parce que les deux pactes internationaux de 1966 obligent également à émettre à l'égard de votre dissertation doctorale. Je vous remercie, Monsieur le Président. La critique, c'est plus une question de... Puisque quand on voit comment j'ai lu quand même beaucoup de livres sur le systémisme, comment le systémisme est appliqué aux États-Unis, les études de ce genre demandent parfois des logiciels adaptés.
Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? On fait une étude, on met les éléments dans un logiciel. À partir de ces éléments-là qui sont dans un logiciel, on peut vous dire qu'en 2050, si on continue à ce rythme, voilà ce que va devenir nos structures, voilà ce que va devenir l'UIPR. C'est ce qui nous fait défaut ici. Donc il faut un investissement dans le secteur de recherche en matière de nouvelles technologies. Ce n'est pas seulement pour les gens de sciences appliquées ou le polytech ou médecine. Même en droit aussi, on a besoin de ce genre de... Puisqu'on fait des hypothèses sur l'analyse du système, mais pour avoir des précisions, il faut des logiciels adaptés. Ça, on est vraiment limité sur ce point de vue-là. C'est ça. Puisque comment on a les données, comment on arrive à ces résultats, c'est plus des suppositions. On n'a pas l'instrument d'analyse du système. La plupart de ces observations étaient déjà faites en séance privée, comme vous le savez. Je vais donc passer au troisième intervenant, qui est le professeur Vioki Baboutana, que vous connaissez très bien. C'est, comme je le disais, c'est un des piliers, un des gardiens du temple de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Dans la faculté de droit de l'équipe, dans le domaine du droit de l'homme. Et je ne comprends pas pourquoi l'impétrant n'a pas voulu argumenter sur le terrain du droit. Alors, il fait référence au texte juridique. La matière des droits de l'homme repose sur... Que je vous ai communiqué. Si cet après-midi, vous êtes nommé Conseil des droits de l'homme du commissaire général à la police, qu'est-ce que les lignes directrices peuvent vous inspirer pour l'amélioration qualitative des prestations policières dans la ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo, des lignes directrices sur le maintien de l'ordre lors des réunions en Afrique? En quoi, si vous avez lu tous ces documents que je vous ai donnés, vous inspire? Je voudrais que vous rencontriez chaque document et son économie générale, à quoi ça peut vous servir. Troisième question, les principes relatifs à la dépénalisation des infractions mineures en Afrique. L'Union africaine a généré un certain nombre de 2013. Et quelle économie générale vous en avez tiré? Parce que c'était des documents que je vous ai communiqués pour améliorer votre thèse. Je pose la même question pour la résolution sur la nécessité de protéger l'espace. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse, de doctorat, en droit, a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef des travaux, Étienne Ilunga Kabouloulou, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Étienne Ilunga Kabouloulou, a réussi avec la mention grande distinction. Nous, professeur Marie-Claire et Andjou, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux Étienne Ilunga Kabouloulou en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance de loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, en foi de quoi, conférant au candidat précité le grade de docteur en droit.
En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait Merci beaucoup. Par un membre de la famille du lauréat. Mais nous constatons... Voilà, merci les photographes. La séance se poursuit. Nous demandons au public, et tout comme aux membres du jury, de bien vouloir s'asseoir. Le public est prié de s'asseoir. Le recteur, monsieur le représentant de monsieur le doyen de la faculté de droit, monsieur le président du jury, monsieur le secrétaire du jury, professeur, tout ce que je peux avoir comme mot, c'est de dire que les félicitations aujourd'hui, c'est à vous que ces félicitations-là reviennent. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai dit, je ne suis que le miroir à travers lequel vous vous regardez. Le professeur. Et c'est que j'avais un travail sur les articles, si vous exposez sur les articles, mais ils en ont fait. C'est que ça. Le professeur Toumba est là. C'est lui qui m'a appris à analyser la jurisprudence internationale. Il ne faisait que nous apprendre comment on analyse les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ça qui se retrouve dans le travail qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous remercie énormément. Et je me dis que on appelle les compagnons les compagnons de lutte, de cheminement, adressés à ceux qui viennent derrière nous. Il faut simplement écouter ces sages, écouter les sages qui sont là-bas. C'est ça, le Kacheski, antinomie, moi je n'ai pas amené ça de chez moi. Ce sont eux qui ont mis ça dans ma bouche. Et voilà, aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Merci beaucoup.